Et quoi, charmante Élise, vous devenez mélancolique après les obligeantes assurances que vous avez eu la bonté de me donner de votre foi? Je vous vois soupirer, hélas, au milieu de ma joie. Est-ce du regret, dites-moi, de m'avoir fait heureux? Et vous repentez-vous de cet engagement où mes feux ont pu vous contraindre? Mais non, Valère, je ne puis pas me repentir de tout ce que je fais pour vous. Je m'y sens entraînée par une trop douce puissance, et je n'ai pas même la force de souhaiter que les choses ne fussent pas. Mais à vous dire vrai, le succès me donne de l'inquiétude. Et je crains fort de vous aimer un peu plus que je ne devrais. Et que pouvez-vous craindre, Élise, dans les bontés que vous avez pour moi? Hélas, 100 choses à la fois. L'emportement d'un père, les reproches d'une famille, les censures du monde. Mais plus que tout, Valère, le changement de votre cœur. Et cette froideur criminelle dont ceux de votre sexe peignent le plus souvent les témoignages trop ardents d'une innocente amour. Ah! Ne me faites pas ce tort de juger de moi par les autres. Soupçonnez-moi de tout, Élise, plutôt que de manquer à ce que je vous dois. Je vous aime trop pour cela. Et mon amour pour vous durera autant que ma vie. Oh, Valère, chacun tient les mêmes discours. Tous les hommes sont semblables par les paroles, et ce n'est que les actions qui les découvrent différents. Puisque les seules actions font connaître ce que nous sommes, attendez donc au moins à juger de mon cœur par elles. Ne me cherchez point des crimes, dont les injustes craintes d'une fâcheuse prévoyance. Ne m'assassinez point, je vous prie, par les sensibles coups d'un soupçon outrageux. Et donnez-moi le temps de vous convaincre, par 1000 et 1000 preuves de l'honnêteté de mes feux. Hélas, qu'avec facilité, on se laisse persuader par les personnes que l'on aime. Oui, Valère, je tiens votre cœur incapable de m'abuser. Je crois que vous m'aimez d'un véritable amour et que vous me serez fidèle, je n'en veux point du tout douter. Et je retranche mon chagrin aux appréhensions du blâme qu'on pourra me donner. Mais pourquoi cette inquiétude? Et je n'aurais rien à craindre si tout le monde vous voyait des yeux dont je vous vois. Et je trouve en votre personne de quoi avoir raison aux choses que je fais pour vous. Mon cœur, pour sa défense, a tout votre mérite. Appuyé du secours d'une reconnaissance où le ciel m'engage envers vous. Je me représente à toute heure ce péril étonnant qui commença de nous offrir au regard l'un de l'autre. Cette générosité surprenante qui vous fit risquer votre vie pour dérober la mienne à la fureur des ondes. Ces soins pleins de tendresse que vous me fîtes éclater après m'avoir tiré de l'eau. Et les hommages assidus de cet ardent amour que ni le temps ni les difficultés n'ont rebuté, et qui vous faisant négliger et parents et patrie, arrête vos pas en ces lieux. Il tient en ma faveur votre fortune déguisée et vous a réduit pour me voir. À vous revêtir de l'emploi de domestique de mon père. Et tout cela fait chez moi sans doute un merveilleux effet. Il s'en est assez, à mes yeux, pour me justifier l'engagement où j'ai pu consentir. Mais ce n'est pas assez peut-être pour le justifier aux autres. Et je ne suis pas sûre qu'on entre dans mes sentiments. De tout ce que vous avez dit, ce n'est que par mon seul amour que je prétends auprès de vous mériter quelque chose. Et quant au scrupule que vous avez, votre père lui-même ne prend que trop de soin de vous justifier à tout le monde. Et l'excès de son avarice et la manière austère dont il vit avec ses enfants pourraient autoriser des choses plus étranges. Pardonnez-moi, charmante Élise, si j'en parle ainsi devant vous. Vous savez que sur ce chapitre, on ne peut pas dire de bien. Mais enfin, si je puis, comme je l'espère, retrouver mes parents, nous n'aurons pas beaucoup de peine à nous le rendre favorable. J'en attends des nouvelles avec impatience, et j'en irai chercher moi-même si elles tardent à venir. Ah, Valère, ne bougez d'ici, je vous prie. Et songez seulement à vous bien mettre dans l'esprit de mon père. Ah, vous voyez comme je m'y prends? Et les adroites complaisances qu'il m'a fallu mettre en usage pour m'introduire à son service. Sous quel masque de sympathie et de rapport de sentiment je me déguise pour lui plaire. Et quel personnage je joue tous les jours avec lui afin d'acquérir sa tendresse. J'y fais des progrès admirables. Et j'éprouve que pour gagner les hommes,
Il n'est point de meilleure voie que de se parer à leurs yeux de leurs inclinations, que de donner dans leurs maximes, encenser leurs défauts et applaudir à ce qu'ils font. On n'a que faire d'avoir peur de trop charger la complaisance, et la manière dont on les joue a beau être visible, les plus fins toujours sont de grandes dupes du côté de la flatterie. Il n'y a rien de si impertinent et de si ridicule qu'on le fasse avaler lorsqu'on l'assaisonne en louange. La sincérité souffre un peu au métier que je fais. Mais quand on a besoin des hommes, il faut bien s'ajuster à eux. Et puisqu'on ne saurait les gagner que par là, ce n'est pas la faute de ceux qui flattent, mais de ceux qui veulent être flattés. Et que ne fâchez-vous aussi à gagner l'appui de mon frère, en cas que la servante s'avisa de révéler notre secret? On ne peut pas ménager l'un et l'autre. Et l'esprit du père et celui du fils sont des choses si opposées qu'il est difficile d'accommoder ces deux confidences ensemble. Mais vous, de votre part, agissez auprès de votre frère et servez-vous de l'amitié qui est entre vous deux pour le jeter dans nos intérêts. Il vient, je me retire. Prenez ce temps pour lui parler et ne lui découvrez de notre affaire que ce que vous jugerez à propos. Et je ne sais si j'aurai la force de lui faire cette confidence. Je suis bien aise de vous trouver seule, ma sœur, et je brûlais de vous parler pour m'ouvrir à vous d'un secret. Me voilà prête à vous ouvrir, mon frère. Et qu'avez-vous à me dire? Bien des choses, ma sœur. Enveloppées dans un mot. J'aime. Vous aimez? Oui, j'aime. Mais avant que d'aller plus loin, je sais, ma sœur, que je dépends d'un père et que le nom de fils me soumet à ses volontés, que nous ne devons point engager notre foi sans le consentement de ceux dont nous tenons le jour, que le ciel les a fait les maîtres de nos vœux et qu'il nous est enjoint de n'en disposer que par leur conduite, que n'étant prévenus d'aucune folle ardeur, ils sont en état de se tromper bien moins que nous et de voir beaucoup mieux ce qui nous est propre, qu'il en faut plutôt croire les lumières de leur prudence que l'aveuglement de notre passion, et que l'emportement de la jeunesse nous entraîne le plus souvent dans des précipices fâcheux. Je vous dis tout cela, ma sœur, afin que vous ne vous donniez pas la peine de me le dire. Car enfin, mon amour ne veut rien écouter. Et je vous prie de ne me point faire de remontrance. Vous êtes-vous engagé, mon frère, avec celle que vous aimez? Non, mais j'y suis résolu. Et je vous conjure encore une fois de ne me point apporter de raison pour m'en dissuader. Suis-je, mon frère, une si étrange personne? Non, ma sœur, mais vous n'aimez pas. Vous ignorez la douce violence qu'un tendre amour fait sur nos cœurs. Et j'appréhende votre sagesse. Oh, hélas, mon frère, ne me parlons point de ma sagesse. Il n'est personne qui m'en manque, du moins une fois en sa vie. Et si je vous ouvre mon cœur, peut-être serai-je à vos yeux bien moins sage que vous. Oh, plutôt au ciel que votre âme comme la mienne. Mais auparavant votre frère, et me dites qui est celle que vous aimez. Une jeune personne qui loge depuis peu en ces quartiers et qui semble être faite pour donner de l'amour à tous ceux qui la voient. La nature, ma sœur, n'a rien formé de plus aimable et je me sentis transporté dès le moment que je la vis. Elle se nomme Marianne et vit sous la conduite d'une bonne femme de mère qui est presque toujours malade et pour qui cette aimable fille a des sentiments d'amitié qui ne sont pas imaginables. Elle la serre, la plaint et la console avec une tendresse qui vous toucherait l'âme. Elle se prend d'un air le plus charmant du monde aux choses qu'elle fait et l'on voit briller 1000 grâces en toutes ses actions. Une douceur pleine d'attrait, une bonté toute engageante, une honnêteté adorable, une... Ma sœur, je voudrais que vous l'eussiez vue. Oh, j'en vois beaucoup, mon frère, dans les choses que vous me dites. Et pour comprendre ce qu'elle est, il me suffit que vous l'aimez. J'ai découvert sous main qu'elles ne sont pas fort accommodées et que leur discrète conduite a de la peine à étendre à tous leurs besoins le bien qu'elles peuvent avoir. Figurez-vous, ma sœur, quelle joie ce peut être que de relever la fortune d'une personne que l'on aime, que de donner adroitement quelques petits secours aux modestes nécessités d'une vertueuse famille.
Et concevez quel déplaisir se m'est de voir que par l'avarice d'un père, je sois dans l'impuissance de goûter cette joie et de faire éclater à cette belle aucun témoignage de mon amour. Oui, je conçois assez, mon frère. Quel doit être votre chagrin? Ma sœur, il est plus grand qu'on ne peut croire. Car enfin, peut-on rien voir de plus cruel que cette rigoureuse épargne qu'on exerce sur nous, que cette sécheresse étrange l'on nous fait languir, et que nous servira d'avoir du bien s'il ne nous vient que dans le temps que nous ne serons plus dans le bel âge d'en jouir? Et si, pour m'entretenir même, il faut que maintenant, je m'engage de tous côtés, si je suis réduit avec vous à chercher tout le jour le secours des marchands pour avoir moyen de porter des habits raisonnables, enfin, j'ai voulu vous parler pour m'aider à sonder mon père sur les sentiments où je suis. Et si je l'y trouve contraire, j'ai résolu d'aller en d'autres lieux avec cette aimable personne jouir de la fortune que le ciel voudra nous offrir. Je fais chercher partout pour ce dessein de l'argent à emprunter. Et si vos affaires, ma sœur, sont semblables aux miennes, et qu'il faille que notre père s'oppose à nos désirs, nous le quitterons là tous deux. Et nous affranchirons de cette tyrannie où nous tient depuis si longtemps son avarice insupportable. Il est bien vrai que tous les jours, il nous donne de plus en plus sujet de regretter la mort de notre mère. J'entends sa voix. Éloignons-nous un peu pour nous achever notre confidence, et nous joindrons après nos forces pour venir attaquer la dureté de son humeur. Dictate de chez moi. Maître juré Filou, vous résiliez une potence. Oh, je n'ai jamais rien vu de si méchant que ce maudit vieillard, et je pense sauf correction qu'il a le diable au corps. Tu murmures entre tes dents. Et pourquoi me chassez-vous? C'est bien à toi, Pandare, à me demander des raisons. Sors vite, que je ne t'assomme. Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu m'as fait que je veux que tu sortes. Eh, mon maître, votre fils m'a donné ordre de l'attendre. Va-t'en l'attendre dans la rue. Il ne soit point dans ma maison. Planté tout droit comme un piquet, à observer ce qui se passe et faire ton profit de tout. Je ne veux point avoir sans cesse devant moi un espion de mes affaires, un traître dont les yeux maudits assiègent toutes mes actions, dévore ce que je possède et furette de tous côtés pour voir s'il n'y a rien à voler. Mais comment diantre voulez-vous qu'on fasse pour vous voler? Êtes-vous un homme volable quand vous renfermez toutes choses et faites sentinelle jour et nuit? Je veux renfermer ce que bon me semble et faire sentinelle comme il me plaît. Voilà pas de mes mouchards qui prennent garde à ce qu'on fait. Je tremble qu'il n'ait soupçonné quelque chose de mon argent. Ne serais-tu point homme à aller faire courir le bruit que j'ai chez moi de l'argent caché? Vous avez de l'argent caché? Non, coquin, dis pas cela. Je demande si malicieusement tu n'irais pas faire courir le bruit que j'en ai. Et que nous importe que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas, si c'est pour nous la même chose. Tu fais le raisonneur. Je te baillerai de ce raisonnement-ci par les oreilles. Sors d'ici encore une fois. Eh bien, je sors. Attends! Ne m'emportes-tu rien? Que vous emporterai-je? Bien ça, que je vois. Montre-moi tes mains. Les voilà. Les autres. Les autres. Oui. Les voilà. N'as-tu rien mis ici dedans? Voyez vous-même. Ces grandes choses sont propres à devenir les receleurs des choses que l'on dérobe. Et je voudrais qu'on en eût fait pendre quelqu'un. Qu'un homme comme cela mériterait bien ce qu'il craint, et que j'aurais de joie à le voler. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu parles de voler? Je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé. Oui, c'est ce que je veux faire. La peste soit de l'avarice et des avaricieux. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Ce que je dis. Oui, qu'est-ce que tu dis d'avarice et d'avaricieux? Je dis que la peste soit de l'avarice et des avaricieux. De qui veux-tu parler? Mais des avaricieux? Mais qui sont-ils, ces Des avaricieux? vilains et des lâches. Mais qui est-ce que tu entends par là? Ah, mais de quoi vous mettez-vous en peine? Je me mets en peine de ce qu'il faut. Est-ce que vous croyez que je veux parler de vous? Je crois ce que je crois. Mais je veux que tu me dises à qui tu parles quand tu dis cela. Je parle à mon bonnet. Et moi, je pourrais bien parler à ta barrette. M'empêcherez-vous de monter les avaricieux? Non, mais je t'empêcherai de jaser et d'être insolent. Tais-toi! Je n'aime Je personne. te rosserai si tu parles.
Qui se sent morveux qu'il se mouche. Que diras-tu? Oui, malgré moi. Oh, tenez, regardez. Voilà encore une poche. Et tout satisfait. Allons, rends-le-moi, sans te fouiller. Quoi? Ce que tu m'as pris. Oh, mais je vous ai rien pris du tout. Assurément. Assurément. Adieu. Va-t'en, à tous les diables. Oh, me voilà fort bien congédié. Je te le mets sur ta conscience au moins. Voilà un pendard de valet qui m'incommode fort. Et je ne me plais point à voir ce chien de boiteux-là. Certes, ce n'est pas une petite chose que de garder chez soi une grande somme d'argent. Et bienheureux qui a tout son fait bien placé et ne conserve seulement que ce qu'il faut pour sa dépense. On n'est pas peu embarrassé à inventer dans toute une maison une cache fidèle. Car pour moi, les coffres-forts me sont suspects. Je ne veux jamais m'y fier. Je les tiens justement une France amorce à voleur. Et c'est toujours la première chose que l'on va attaquer. Cependant, je ne sais si j'aurais bien fait d'avoir enterré dans mon jardin 10 000 écus qu'on me rendit hier. Est une somme assez... Oh, ciel! Je me suis trahi moi-même. La chaleur m'a remporté. Et je crois que j'ai parlé haut en raisonnant tout seul. Qu'est-ce? Rien, mon père. Y a-t-il longtemps que vous êtes là? Nous ne venons que d'arriver. Vous avez entendu? Quoi, mon père? Là. Quoi? Ce que je viens de dire. Non. C'est fait. Pardonnez-moi. Je vois bien que vous en avez ouï quelques mots. C'est que je m'entretenais en moi-même de la peine qu'il y a aujourd'hui à trouver de l'argent. Et je disais qu'il est bien heureux qui peut avoir 10 000 écus chez soi. Nous feignons à vous aborder de peur de vous interrompre. Je suis bien aise de vous dire cela, afin que vous n'alliez pas prendre les choses de travers. Et vous imaginez que je dise que c'est moi qui ai 10 000 écus. Nous n'entrons point dans vos affaires. Plût à Dieu que je les eusse. 10 000 écus. Je ne crois pas. Ce serait une bonne affaire pour moi. Ce sont des J'en choses- aurais bon besoin. Je pense que Ça vous êtes- m'apprendrait fort. Vous êtes Et assez... je ne me plaindrai pas comme je fais, que le temps est misérable. Mon Dieu. Mon père, vous n'avez pas lieu de vous plaindre. Et l'on sait que vous avez assez de biens. Comment j'ai assez bien? Ceux qui le disent en menti. Il n'y a rien de plus faux. Et ce sont des coquins qui font courir tous ces bruits-là. Ne vous mettez pas en colère. Cela est étrange que mes propres enfants me trahissent et deviennent mes ennemis. Est-ce être votre ennemi que de dire que vous avez du bien? Oui, de pareils discours et les dépenses que vous faites seront cause qu'un de ces jours on me viendra chez moi couper la gorge dans la pensée que je suis tout cousu de pistoles. Quelle grande dépense est-ce que je fais? Est-il rien de plus scandaleux que ce somptueux équipage que vous promenez par la ville? Je querellais hier votre sœur, mais c'est encore pire. Voilà qui crie vengeance au ciel. Et à vous prendre, depuis les pieds jusqu'à la tête, il y aurait là de quoi faire une bonne constitution. Je vous l'ai dit 20 fois, mon fils, toutes vos manières me déplaisent fort. Vous donnez furieusement dans le marquis. Et pour aller ainsi vêtu, il faut bien que vous me dérobiez. Comment vous dérober? Mais ce que je sais. Où pouvez-vous donc trouver de quoi entretenir l'état que vous portez? Moi, mon père, c'est que je joue. Et comme je suis fort heureux, je mets sur moi tout l'argent que je gagne. Mais c'est fort mal fait. Si vous êtes heureux au jeu, vous en devriez profiter pour mettre à honnête intérêt l'argent que vous gagnez afin de le trouver un jour. Je voudrais bien savoir, sans parler du reste, à quoi servent tous ces rubans dont vous voilà lardés depuis les pieds jusqu'à la tête. Et si une demi-douzaine d'aiguillettes ne suffit pas pour attacher un haut de sauce, il est bien nécessaire de dépenser de l'argent à des perruques
quand on peut porter des cheveux de son cru qui ne coûtent rien. J'avais gagé qu'en perruque et ruban, il y a du moins 20 pistoles. Et 20 pistoles rapportent par année 18 livres 608 deniers. À ne les placer qu'au denier 12. Vous avez raison. Oui, oh, laissons cela. Et parlons d'autres affaires. Donc, je crois qu'ils se font signe l'un à l'autre de me voler ma bourse. Que veulent dire ces gestes-là? Nous marchons donc, mon frère et moi, qui parlera le premier, et nous avons tous deux quelque chose à vous dire. Et moi, j'ai quelque chose aussi à vous dire. À tous deux. C'est de mariage, mon père, que nous désirons vous parler. C'est de mariage aussi que je veux vous entretenir. Mon père! Pourquoi ce cri? Est-ce le mot, ma fille, ou la chose qui vous fait peur? Bon, le mariage peut nous faire peur à tous deux de la façon que vous pouvez l'entendre, et nous craignons que nos sentiments ne soient pas d'accord avec votre choix. Un peu de patience. Ne vous alarmez point. Je sais ce qu'il faut à tous deux. Et vous n'aurez lieu ni l'un ni l'autre de vous plaindre de tout ce que je prétends faire. Mais pour commencer par un bout, avez-vous vu, dites-moi, une jeune personne appelée Marianne et qui ne loge pas loin d'ici? Oui, mon père. Et vous? J'en ai ouï parler. Comment, mon fils, trouvez-vous cette fille? Une fort charmante personne, Sa physionomie, tout honnête et pleine d'esprit. son air et sa manière? Admirable, sans doute. Ne croyez-vous pas qu'une fille comme cela mériterait assez que l'on songeât à elle? Oui, mon père. Que ce serait un parti souhaitable? Très souhaitable. Qu'elle a toute la mine de faire un bon ménage? Assurément. Et qu'un mari aurait satisfaction avec elle? Sans doute. Il y a une petite difficulté, c'est que j'ai peur qu'il n'y ait pas avec elle tout le bien qu'on pourrait prétendre. Mon père, le bien n'est pas considérable lorsqu'il est question d'épouser une honnête personne. Pardonnez-moi! Pardonnez-moi! Mais ce qu'il y a à dire, c'est que si l'on n'y trouve pas tout le bien qu'on souhaite, on peut tâcher de regagner cela sur autre chose. Cela s'entend. Enfin, je suis bien aise de vous voir dans mes sentiments, car son maintien honnête et sa douceur m'ont gagné l'âme. Et je suis résolu de l'épouser, pourvu que j'y trouve quelque bien. Comment? Vous êtes résolu, dites-vous? D'épouser Marianne. Qui? Vous. Oui, moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a pris tout à coup un éblouissement, et je me retire d'ici. Ça ne sera rien. Allez vite dans la cuisine, boire un grand verre d'eau claire. Voilà de mes damoiseaux floués qui n'en ont plus de vigueur que des poules. C'est là, ma fille, ce que j'ai résolu pour moi. Quant à ton frère, je lui destine une certaine veuve dont ce matin on m'est venu parler. Et pour toi, je te donne au Seigneur Anselme. Au Seigneur Anselme? Oui, un homme mûr, prudent et sage, qui n'a pas plus de 60 ans, et dont on vante les grands biens. Je ne veux pas me marier, mon père, s'il vous plaît. Et moi, ma petite fille, mamie, je veux que vous vous mariiez, s'il vous plaît. Je vous demande pardon, mon père. Je vous demande pardon, ma fille. Je suis très humble servante au Seigneur Anselme, mais avec votre permission, je ne l'épouserai point. Je suis votre très humble serviteur, mais avec votre permission, vous l'épouserez dès ce soir. Dès ce soir! Dès ce soir. Cela ne sera pas, mon père. Cela sera, ma fille. Non! Si, Non, vous dis-je! si, vous dites. C'est une chose où vous ne me rédirez point! C'est une chose où je te réunirai. Je me tuerai plutôt que d'épouser Adèle-Marie! Tu ne te tueras point et tu l'épouseras dès ce soir. Oh, mais a-t-on jamais vu une fille parler de la sorte à son père? N'a-t-on jamais vu un père marier sa fille de la sorte? C'est un parti où il n'y a rien à redire. Et je gage que tout le monde approuvera mon choix. Et moi, je gage qu'il ne saurait être approuvé d'aucune personne raisonnable! Tiens, voilà Valère. Veux-tu qu'entre nous deux, nous le fassions juge de cette affaire? J'y consens. Te rendras-tu à son jugement? Oui, j'en passerai par ce qu'il dira. Voilà qui est fait. Ici, Valère. Nous t'avons élu pour nous dire qui a raison, de ma fille ou de moi. C'est vous, monsieur, sans contredit. Sais-tu bien de quoi nous parlons? Non, vous ne seriez avoir tort et vous êtes toute raison. Je veux ce soir lui donner pour époux un homme aussi riche que sage. Et la coquine me répond au nez qu'elle se moque de le prendre. Ah, que dis-tu de cela? Ce que j'en dis. Oui.
Ouais. Je dis que dans le fond, je suis de votre sentiment. Et vous ne pouvez pas que vous n'ayez raison. Mais aussi n'a-t-elle pas tort tout à fait. Comment? Le seigneur Anselme est un parti considérable. C'est un gentilhomme qui est noble, doux, posé, sage et fort accommodé, et auquel il ne reste aucun enfant de son premier mariage. Saurait-elle rencontrer mieux? Cela est vrai. Mais elle pourrait vous dire que c'est un peu précipité les choses. Qu'il faudrait au moins quelque temps pour voir si son inclination pourrait s'accommoder. C'est une occasion qu'il faut prendre vite aux cheveux. Je trouve ici un avantage qu'ailleurs je ne trouverai pas. Il s'engage à la prendre sans dot. Sans dot? Oui. Ah, je ne dis plus rien. Voyez-vous, voilà une réponse tout à fait convenable. Il faut se rendre à cela. C'est pour moi une épargne considérable. Ah, sûrement, cela ne reçoit point de contradiction. Il est vrai que votre fille vous peut représenter que le mariage est une plus grande affaire qu'on ne peut croire, qu'il y va d'être heureux ou malheureux toute sa vie, et qu'un engagement qui doit durer jusqu'à la mort ne se doit jamais faire qu'avec de grandes précautions. Sans dot. Vous avez raison, voilà qui décide tout, cela s'entend. Il y a des gens qui pourraient vous dire qu'en de telles occasions, l'inclination d'une fille est une chose sans doute où l'on doit avoir de l'égard, et que cette grande inégalité d'âge, d'humeur et de sentiment rend un mariage sujet à des accidents très fâcheux. Sans dot. Ah, il n'y a pas de réplique à cela, on le sait bien, qui diantre peut aller la contre? Ce n'est pas qu'il n'y ait quantité de pères qui aimeraient mieux ménager la satisfaction de leur fille que l'argent qu'ils pourraient donner, qui ne voudraient point les sacrifier à l'intérêt et chercheraient plus que toute autre chose à mettre dans un mariage cette douce conformité qui sans cesse y maintient l'honneur, la tranquillité et la joie. Sans dot. Il est vrai, cela ferme la bouche à tout. Sans dot! Le moyen de résister à une raison comme celle-là. Oui, il me semble que j'entends un chien qui aboie. N'est-ce pas qu'on en voudrait à mon argent? Ne bougez! Je reviens tout à l'heure. Vous moquez-vous, Valère, de lui parler comme vous faites? C'est pour ne point l'aigrir et pour en venir mieux à bout. Heurter de front ses sentiments est le moyen de tout gâter. Il y a de certains esprits qu'il ne faut prendre qu'en liaison, des tempéraments ennemis de toute résistance, des naturels rétifs, que la vérité fait cabrer, qui toujours se raidissent contre le droit chemin de la raison, et qu'on ne mène qu'en tournant, l'on veut les conduire. Faites semblant de consentir à ce qu'il veut, vous en viendrez mieux à vous. Mais ce mariage, Valère! On cherchera des biens pour le Ah, mais rompre. quelle invention trouver si ce doit conclure ce soir? Il faut demander un délai, et feindre quelques maladies. Mais on découvrira la fin, si l'on appelle des médecins. Oh, vous moquez-vous, ils connaissent-ils quelque chose? Allez, allez, vous pourrez avec eux avoir quel mal il vous plaira. Ils vous trouveront des raisons pour vous dire d'où cela vient. Ce n'est rien, Dieu merci. Enfin, notre dernier recours, c'est que la fuite nous peut mettre à couvert de tout. Et si votre amour, Belle-Élise, est capable d'une fermeté, oui, il faut qu'une fille obéisse à son père. Il ne faut pas qu'elle regarde comme un mari est fait. Et lorsque la grande raison de sans dot s'y rencontre, elle doit être prête à prendre tout ce qu'on lui donne. Bon, voilà bien parlé, cela. Monsieur, je vous demande pardon si je m'emporte un peu et je lui prends la hardiesse de lui parler comme je fais. Mais comment? J'en suis ravi. Et je veux que tu prennes sur elle un pouvoir absolu. Oui, oui, tu as beau fuir. Je lui donne l'autorité que le ciel me donne sur toi. Et j'entends que tu fasses tout ce qu'il te dira. Après cela, résistez à mes remontrances. Monsieur, je vais la suivre pour lui continuer les leçons que je lui faisais. Oui, oui, tu m'aviseras. Il est bon de lui tenir un peu l'abri d'hôte. Cela est vrai. Ne vous mettez pas en peine, je crois que j'en viendrai à bout. Fais. Je m'en vais faire un petit tour en ville. Et reviens tout à l'heure. Oui, l'argent est plus précieux que toutes les choses du monde. Et vous devez rendre grâce au ciel de l'honnête homme de père qui vous a donné. Il sait ce que c'est que de vivre. Et lorsqu'on s'offre de prendre une fille sans dot, on ne doit point regarder plus avant. Tout est renfermé là-dedans. Et sans dot qu'un lieu de beauté, de jeunesse, de naissance, d'honneur et de probité. Oh, le brave garçon. Voilà parler comme un oracle. Heureux qui peut avoir un domestique de la sorte.
Traître que tu es, où t'es-tu donc allé fourrer? Ne t'avais-je pas donné Oui, ordre? monsieur, je m'étais rendu ici pour vous attendre le pied ferme, mais monsieur, votre père, le plus malgracieux des hommes, m'a chassé dehors malgré moi, et j'ai couru le risque d'être battu. Comment va notre affaire? Les choses pressent plus que jamais. Et depuis que je ne t'ai vu, j'ai découvert que mon père est mon rival. Votre père, amoureux? Oui. Et j'ai eu toutes les peines du monde à lui cacher le trouble où cette nouvelle m'a mis. Lui, se mêler d'aimer, mais de quoi diable s'avise-t-il? Se moque-t-il du monde? Et l'amour a-t-il été fait pour des gens bâtis comme lui? Il a fallu pour mes péchés que cette passion lui soit venue en tête. Et par quelle raison lui faire un mystère de votre amour? Pour lui donner moins de soupçons. Et me conserver au besoin des ouvertures plus aisées pour détourner ce mariage. Quelle réponse a-t-on faite? Ah, ma foi, monsieur, ceux qui empruntent sont bien malheureux, et il faut essuyer d'étranges choses lorsqu'on en est réduit à passer comme vous, par les mains des fesses Mathieu. L'affaire ne se fera point. Pardonnez-moi. Notre maître Simon, le courtier qu'on nous a donné, homme agissant et plein de zèle, dit qu'il a fait rage pour vous, et il assure que votre seule physionomie lui a gagné le cœur. J'aurai les 15 000 francs que je demande. Oui, mais à quelques petites conditions qu'il faudra que vous acceptiez si vous avez dessein que les choses se fassent. A-t-il fait parler à celui qui doit prêter l'argent? Ah, vraiment, cela ne va pas de la sorte. Il apporte encore plus de soin à se cacher que vous, et ce sont des mystères bien plus grands que vous ne pensez. On ne veut point du tout dire son nom, et l'on doit aujourd'hui l'aboucher avec vous dans une maison empruntée, prêt instruit de votre bouche, de votre bien et de votre famille. Et je ne doute point que le seul nom de votre père ne rende les choses faciles. Et principalement, notre mère étant morte, dont on ne peut m'ôter le bien. Voici quelques articles qu'il a dictés lui-même à notre entremetteur, pour vous être montrés avant que de rien faire. Supposez que le prêteur voit toutes ses sûretés et que l'emprunteur soit majeur, et d'une famille où le bien soit ample, solide, assuré, clair et net de tout embarras, on fera une bonne et exacte obligation par devant un notaire, le plus honnête homme qui se pourra, et qui pour cet effet sera choisi par le prêteur, auquel il importe le plus que l'acte soit dûment dressé. Il n'y a rien à dire à cela. Le prêteur, pour ne charger sa conscience d'aucun scrupule, prétend ne donner son argent qu'au denier 18. Au denier 18? Ah, parle, voilà qui est honnête. Il n'y a pas lieu de se plaindre. Cela est vrai, mais comme le dit prêteur n'a pas chez lui la somme dont il est question, et que pour faire plaisir à l'emprunteur, il est contraint lui-même de l'emprunter d'un autre sur le pied du denier 5, il conviendra que le dit premier emprunteur paie cet intérêt sans préjudice du reste, attendu que ce n'est que pour l'obliger que le dit prêteur s'engage à cet emprunt. Comment diable? C'est plus qu'au denier 4. Il est vrai, c'est ce que j'ai dit, et vous avez à voir là-dessus. Mais que veux-tu que je voie? J'ai besoin d'argent, et il faut bien que je consente à tout. C'est la réponse que j'ai faite. Il y a encore quelque chose. Ce n'est plus qu'un petit article. Les 15 000 francs qu'on demande, le prêteur ne pourra compter en argent que 12 000 livres. Et pour les 1000 écus restants, il faudra que l'emprunteur prenne les hardes, nippes et bijoux dont s'ensuit le mémoire et que le dit prêteur a mis de bonne foi au plus modique prix qui lui a été possible. Que veut dire cela? Écoutez le mémoire. Premièrement, un lit de 4 pieds à bande de pointe de Hongrie appliqué fort proprement sur un drap de couleur d'olive avec 6 chaises et la courte pointe de même, le tout bien conditionné et doublé d'un petit taffetas changeant rouge et bleu, plus un pavillon à queue d'une bonne serge d'eau mâle rose sèche avec le mollet et les franges de soie. Que veut-il que je fasse de cela? Attendez, plus une tenture de tapisserie des amours de Gompeau et de Massé, plus une grande table de bois de noyer à 12 colonnes au pilier tourné qui se tire par les deux bouts et garnie par le dessous de ces 6 escabelles. Mais qu'ai-je à faire, morbleu? Donnez-vous patience, plus 3 gros mousquets tout garnis de nacre de perles avec les 3 fourchettes assortissantes, plus un fourneau de briques avec 2 cornues et 3 récipients, fort utile à ceux qui sont curieux de distiller. J'enrage! Doucement, plus un luth de Bologne, garni de toutes ses cordes ou peu s'en faut, plus entre madame et un damier avec un jeu de loi renouvelé des Grecs, fort propres à passer le temps, pour ceux qui n'ont que faire, plus une peau d'un lézard de 3 pieds et demi rempli de foin, curiosité agréable à pendre au plancher d'une chambre. Le tout, ci-dessus mentionné valant, loyalement plus de 4500 livres, et rabaissé à la valeur de 1000 écus par la discrétion du prêteur. Que la peste l'étouffe avec sa discrétion, le traître! Le bourreau qu'il est! Pas qu'on jamais parlé d'une usure semblable! Et n'est-il pas content du furieux intérêt qu'il exige, sans vouloir encore m'obliger à prendre pour 3000 livres les vieux regatons qu'il ramasse? Je n'aurai pas 200 écus de tout cela!
Et cependant, il faut bien me résoudre à consentir à ce qu'il veut, car il est en état de me faire tout accepter. Et il me tient le scélérat, le poignard sur la gorge. Oh, je vous vois, monsieur, ne vous en déplaise. Sur le grand chemin, justement, que tenait Panurge pour se ruiner. Prenant argent d'avance, achetant cher, vendant à bon marché et mangeant son blé en herbe. Que veux-tu que j'y fasse? Voilà où les jeunes gens sont réduits par la maudite avarice des pères. Et on s'étonne après cela que les fils souhaitent qu'ils meurent. Il faut avouer que le vôtre animerait contre sa vilonie le plus posé homme du monde. Je n'ai pas, Dieu merci, les inclinations fort patibulaires. Et parmi mes confrères que je vois se mêler de beaucoup de petits commerces, je sais tirer adroitement mon épingle du jeu et me démêler prudemment de toutes les galanteries qui sentent tant soit peu l'échelle. Mais à vous dire vrai, il me donnerait par ses procédés des tentations de le voler, et je croirais, en le volant, faire une action méritoire. Donne-moi un peu ce mémoire que je le vois encore. Oui, monsieur, c'est un jeune homme qui a besoin d'argent. Ses affaires, le presse d'Entrouville, on passera par tout ce que vous en prescrirez. Mais croyez-vous, maître Simon, qu'il n'y a rien à péricliter? Et savez-vous le nom, les biens et la famille de celui pour qui vous parlez? Non, je ne puis pas bien vous en instruire à fond. Ce n'est que par aventure que l'on m'a adressé à lui. Mais vous serez de toutes choses éclairci par lui-même et son homme m'a assuré que vous serez content quand vous le connaîtrez. Tout ce que je saurais vous dire, c'est que sa famille est fort riche, qu'il n'a plus de mère déjà, et qu'il s'obligera, si vous voulez, que son père mourra avant qu'il soit 8 mois. C'est quelque chose que cela. La charité, maître Simon, nous oblige à faire plaisir aux personnes lorsque nous le pouvons. Cela s'entend. Mais que veut dire ceci? Notre maître Simon qui parle à votre père. Lui aurait-on appris qui je suis? Et serais-tu pour nous trahir? Mais vous êtes bien pressé. Qui vous a dit que c'était séant? Ce n'est pas moi, monsieur, moi qui l'aurais découvert votre nom et votre logis. Mais à mon avis, il n'y a pas grand mal à cela. Ce sont des personnes discrètes et vous pouvez ici vous expliquer ensemble. Comment cela? Monsieur est la personne qui veut vous emprunter les 15 000 livres dont je vous ai parlé. Comment? Bandard, c'est toi qui t'abandonnes à ces coupables extrémités. Comment, mon père? C'est vous qui vous portez à ces honteuses actions. C'est toi qui te veux ruiner par des emprunts si condamnables. C'est vous qui cherchez à vous enrichir par des usures si criminelles. Oses-tu bien, après cela, paraître devant moi? Osez-vous bien, après cela, vous présenter aux yeux du monde? N'as-tu point de honte, dis-moi, d'en venir à ces débauches-là, de te précipiter dans des dépenses effroyables et de faire une honteuse dissipation du bien que tes parents t'ont amassé avec tant de sueur? Ne rougissez-vous point de déshonorer votre condition par les commerces que vous faites, de sacrifier gloire et réputation au désir insatiable d'entasser écu sur écu, et de renchérir en fait d'intérêt sur les plus infâmes subtilités qu'aient jamais inventées les plus célèbres usuriers. Honte-toi de mes yeux, coquin! Honte-toi de mes yeux! Qui est plus criminel, à votre avis? Celui qui achète un argent dont il a besoin? Ou bien celui qui vole un argent dont il n'a que faire? Et toi, te dis-je, et ne m'échauffe pas les oreilles! Je ne suis pas fâché de cette aventure, et ce m'est un avis de tenir l'œil plus que jamais sur toutes ses actions. Monsieur... Attendez un moment, je vais revenir vous parler. Il est à propos que je fasse un petit tour à mon argent.
voiture est tout à fait drôle. Il faut bien qu'il ait quelque part un oncle magasinier. En tout cas, nous n'avons rien reconnu aux mémoires que nous avons. Ah, c'est toi, mon pauvre La Flèche. D'où vient cette rencontre? C'est toi, Frosine. Que viens-tu faire ici? Ce que je fais partout ailleurs, m'entremettre d'affaires, me rendre serviable aux gens et profiter du mieux qu'il m'est possible des petits talents que je puis avoir. Tu sais que dans ce monde, il faut vivre d'adresse et qu'aux personnes comme moi, le ciel n'a donné d'autre rente que l'intrigue et que l'industrie. As-tu quelque négoce avec le patron du logis? Oui, je traite pour lui quelques petites affaires dont j'espère une récompense. De lui? Ah, ma foi, tu seras bien fine si tu en tires quelque chose. Et je te donne avis. L'argent océan est fort cher. Il y a de certains services qui touchent merveilleusement. Je suis votre valet. Tu ne connais pas encore le seigneur Harpagon. Le seigneur Harpagon est, de tous les humains, l'humain le moins humain. Le mortel, de tous les mortels, le plus dur et le plus serré. Et il n'est point de service qui pousse sa reconnaissance jusqu'à lui faire ouvrir les mains. De la louange, de l'estime, de la bienveillance en parole et de l'amitié, tant qu'il vous plaira. Mais de l'argent, point d'affaire. Il n'y a rien de plus sec et de plus aride que si bonne grâce, ces caresses. Et donner est un mot pour lequel il a tant d'aversion qu'il ne dit jamais « je vous donne », mais « je vous prête le bonjour ». Mon Dieu, mais je sais l'art de traire les hommes. J'ai le secret de m'ouvrir leur tendresse, de chatouiller leur cœur, de trouver les endroits par où ils sont sensibles. Bagatelle ici. Et je te défie d'attendrir du côté de l'argent l'homme dont il est question. Il est d'une turquerie là-dessus à désespérer tout le monde. Et l'on pourrait crever, qu'il n'en branlerait pas. En un mot, il aime l'argent, plus que réputation, qu'honneur et que vertu. Et la vue d'un demandeur lui donne des convulsions. C'est le frapper par son endroit mortel, c'est lui percer le cœur. Oh, c'est lui arracher les entrailles. Non, mais il ira bien. Je me retire. Tout va comme il faut. Eh bien, qu'est-ce? Frosine! Ah, mon Dieu, que vous vous portez bien et que vous avez là un vrai visage de santé. Qui? Moi? Jamais je ne vous vis ainsi frais et si gaillard. Tout de bon? Comment vous n'avez de votre vie été si jeune que vous êtes, et je vois des gens de 25 ans qui sont plus vieux que vous. Cependant, Frosine, j'en ai 60, bien compté. Eh bien, qu'est-ce que cela, 60 ans, voilà bien de quoi. C'est la fleur de l'âge, cela. Et vous entrez maintenant dans la belle saison de l'homme. Il est vrai. Même 20 années de moins, pourtant, ne me ferait point de mal. Oh, vous moquez, vous n'avez pas besoin de cela, et vous êtes une pâte à vivre jusque à 100 ans. Tu le crois? Assurément, vous en avez toutes les marques. Tenez-vous un peu. Ah, que je vois bien là, entre vos deux yeux, un signe de longue vie. Tu te connais à cela? Sans doute, montrez-moi votre main. Oh mon Dieu! Quelle ligne de vie! Comment? Mais ne voyez-vous pas jusqu'où va cette ligne-là? Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, par ma foi, je disais 100 ans, mais vous passerez les 6-20. Oh, est-il possible? Il faudra vous assommer, vous dis-je, et vous mettrez en terre, et vos enfants, et les enfants de vos enfants. Tant mieux. Comment va notre affaire? Faut-il le demander? Et me voit-on mêlé de rien dont je ne vienne à bout? J'ai surtout pour les mariages un talent merveilleux. Il n'y a pas un parti au monde que je ne trouve en peu de temps le moyen d'accoupler. Et je crois bien, si je me l'étais mise en tête, que je marierais le Grand Turc avec la République de Venise. Il n'y avait pas sans doute de si grandes difficultés à cette affaire-ci. Comme j'ai commerce chez elle, je les ai à fond l'une et l'autre entretenues de vous. Et j'ai dit à la mère le dessin que vous aviez conçu pour Marianne, à la voir passer dans la rue et prendre l'air à sa fenêtre. Qui a fait réponse? Elle a reçu la proposition avec joie. Et quand je lui ai témoigné que vous souhaitiez fort que sa fille assistât ce soir au contrat de mariage qui se doit faire de la vôtre,
Elle y a consenti sans peine et me l'a confié pour cela. C'est que, Frosine, je suis obligé de donner à souper au Seigneur Anselme. Et je serais ravi qu'elle soit du régal. Ah, vous avez raison. Elle doit après dîner rendre visite à votre fille, d'où elle fait son compte d'aller faire un tour à la foire, pour venir ensuite au souper. Eh bien, elles iront ensemble dans mon carrosse que je leur prêterai. Ah, voilà justement son affaire. Mais, Frosine, as-tu entretenu la mère, touchant le bien qu'elle peut donner à sa fille? Lui as-tu dit qu'il fallait qu'elle cède un peu, qu'elle fît quelque effort, qu'elle se saignât pour une occasion comme celle-ci? Car encore n'épouse-t-on point une fille sans qu'elle apporte quelque chose? Mon Dieu, mais c'est une fille qui vous apportera 12 000 livres de rente. 12 000 livres de rente? Oui. Premièrement, elle est élevée et nourrie dans une grande épargne de bouche. C'est une fille accoutumée à vivre de salade, de lait, de fromage et de pommes, et à laquelle il ne faudra par conséquent ni table bien servie, ni consommés exquis, ni orge mondée perpétuelle, ni les autres délicatesses qu'il faudrait pour une autre femme. Et cela ne va pas à si peu de choses qu'il ne monte bien tous les ans à 3 000 francs pour le moins. Outre cela, elle n'est curieuse que d'une propreté fort simple, et n'aime point les superbes habits, ni les riches bijoux, ni les meubles somptueux où donnent ses pareils avec tant de chaleur. Et cet article-là vaut plus de 4 000 livres par an. De plus, elle a une aversion horrible pour le jeu, ce qui n'est pas commun aux femmes d'aujourd'hui. Et j'en sais une de nos quartiers qui a perdu à 30 et 40 20 000 francs cette année, mais n'en prenant rien que le quart. 5 000 francs en jeu par an et 4 000 francs en habits et bijoux, cela fait 9 000 livres. Et 1 000 écus que nous mettons pour la nourriture. Ne voilà-t-il pas par année vos 12 000 francs bien comptés? Oui, cela n'est pas mal. Mais ce compte-là n'est rien de réel. Pardonnez-moi, n'est-ce pas quelque chose de réel que de vous apporter en mariage une grande sobriété? L'héritage d'un grand amour de simplicité de parure? Et l'acquisition d'un grand fonds de haine pour le jeu? C'est une raillerie que de vouloir me constituer son dot de toutes les dépenses qu'elle ne fera point. Je n'irai pas donner quittance de ce que je ne reçois pas. Et il faut bien que je touche quelque chose. Oh mon Dieu, mais vous toucherez assez. Et elles m'ont parlé d'un certain pays où elles ont du bien, dont vous serez le maître. Oui, il faudra voir cela. Mais, Frosine, il y a une chose encore qui m'inquiète. La fille est jeune, comme tu vois, et les jeunes gens d'ordinaire n'aiment que leurs semblables, ne cherchent que leur compagnie. J'ai peur qu'un homme de mon âge ne soit pas de son goût, et que cela ne vienne à produire chez moi certains petits désordres qui ne m'incommoderaient pas. Oh, que vous la connaissez mal. C'est encore une particularité que j'avais à vous dire. Elle a une aversion épouvantable pour tous les jeunes gens et n'a de l'amour que pour les vieillards. Oui, elle, je voudrais que vous l'eussiez entendu parler là-dessus. Elle ne peut souffrir du tout la vue d'un jeune homme, mais elle n'est point plus ravie, dit-elle, que lorsqu'elle peut voir un beau vieillard avec une barbe majestueuse. Les plus vieux sont pour elle les plus charmants, et je vous avertis de n'aller pas vous faire plus jeune que vous êtes. Elle veut pour le moins qu'on soit sexagénaire. Et il n'y a pas 4 mois encore qu'étant prête d'être mariée, elle rompit tout net le mariage sur ce que son amant lui fit voir qu'il n'avait que 56 ans et qu'il ne prit point de lunettes pour signer le contrat. Sur cela seulement? Oui, elle dit que ce n'est pas contentement pour elle que 56 ans et surtout elle est pour les nez qui portent des lunettes. Certes, tu me dis là une chose toute nouvelle. Cela va plus loin qu'on ne vous peut dire. On lui voit dans sa chambre quelques tableaux et quelques estampes. Mais que pensez-vous que ce soit? Des Adonis, des Céphales, des Paris, des Apollons? Non. De beaux portraits de Saturne, du roi Priam, du vieux Nestor et du bon Pérenchise sur les épaules de son fils. Oh, cela est admirable. Et je suis bien aise qu'elle soit de cette humeur. En effet, si j'avais été femme, je n'aurais point aimé les jeunes hommes. Oh, vous avez bien raison. Voilà de belles drogues que des jeunes gens pour les aimer. Ce sont de beaux morveux, hein, de beaux godeluraux pour donner envie de leur peau. Et je voudrais bien savoir quel ragoût il y a à eux. Pour moi, je n'y en comprends point. Et je ne sais pas comment il y a des femmes qui les aiment tant. Oh, il faut être folle fiefée. Trouver la jeunesse aimable et savoir le sens commun. Sont des hommes que ces jeunes blondins, et peut-on s'attacher à ces animaux-là? Et c'est ce que je dis, tous les jours, avec leur teint de poule laitée, leurs 3 petits brins de barbe relevés en barbe de chien, leur perruque d'étoupe, leur haut de sauce tout tombant, et leurs estomacs débraillés. Ah, je l'ai bien bâti auprès d'une personne comme vous. Voilà
cela, il y a là de quoi satisfaire à la vue. Et c'est ainsi qu'il faut être fait et vêtu pour donner de l'amour. Tu me trouves bien. Comment? Mais vous êtes à ravir et votre figure est à peindre. Montrez-vous un peu, s'il vous plaît. Il ne se peut pas mieux. Que je vous vois marcher? Un corps taillé, libre et dégagé comme il faut. Et qui ne marque aucune incommodité. Je n'en ai pas de grande, Dieu merci. Il n'y a que ma fluxion qui me prend de temps en temps. Cela n'est rien. Votre fluxion ne vous sied point mal et vous avez grâce à tousser. Mais dis-moi un peu, Marianne ne m'a-t-elle point encore vu? A-t-elle point pris garde à moi en passant? Non, mais nous nous sommes fort entretenus de vous. Je lui ai fait un portrait de votre personne et n'ai pas manqué de lui vanter votre mérite et l'avantage que celui serait que d'avoir un mari comme vous. Oh, tu as bien fait, et je t'en remercie. J'aurais, monsieur, une petite prière à vous faire. J'ai un procès que je suis sur le point de perdre faute d'un peu d'argent. Et vous pourriez facilement me procurer le gain de ce procès si vous aviez quelque bonté pour moi. Vous ne sauriez croire le plaisir qu'elle aura de vous voir. Ah, que vous lui plairez. Et que votre fraise à l'antique aura sur son esprit un effet admirable. Mais surtout, elle sera charmée de votre haut de chausses attaché au pourpoint avec des aiguillettes. C'est pour la rendre folle de vous. Et un amant aiguilleté sera pour elle un ragoût merveilleux. Tu m'as ravi de me dire cela. En vérité, monsieur, ce procès m'est d'une conséquence tout à fait grande. Je suis ruiné si je le perds, et quelques petites assistances me rétabliraient mes affaires. Je voudrais que vous eussiez vu le ravissement où il était à m'entendre parler de vous. La joie éclatait dans ses yeux au récit de vos qualités, et je l'ai mise enfin dans une impatience extrême à voir ce mariage entièrement conclu. Oh, tu m'as fait plaisir, Rosine, et je t'en ai, je te l'avoue, toutes les obligations du monde. Je vous prie, monsieur, de me donner le petit secours que je vous demande. Cela me remettra sur pied, et je vous en serai éternellement obligé. Adieu, je vais achever mes dépêches. Vous ne sauriez jamais, monsieur, me soulager dans un plus grand besoin. Je mettrai ordre que mon carrosse soit tout prêt pour vous mener à la foire. Je ne vous importunerai pas si je ne m'y voyais forcé par la nécessité. J'aurai soin qu'on souffle de bonheur afin de ne vous point faire malade. Ne me refusez pas la grâce dont je vous sollicite. Vous ne sauriez croire, monsieur. Je m'en vais. Tiens, voilà qu'on m'appelle. Jusqu'à tantôt. Ah, que la fièvre te serre, chien de vilain. À tous les diables. Ouf. Le ladre a été ferme à toutes mes attaques. Mais il ne me faut pas pourtant quitter la négociation. Et j'ai l'autre côté, en tout cas, d'où je suis assuré de tirer bonne récompense. Allons, venez-en tous, que je vous distribue mes ordres pour tantôt et règle à chacun son emploi. Approchez, Dame Claude. Commençons par vous. Bon, vous voilà les armes à la main. Je vous commets au soin de nettoyer partout. Et surtout, prenez garde de ne point frotter les meubles trop fort, de peur de les user. Outre cela, je vous constitue, pendant le souper, au gouvernement des bouteilles. Donc, si s'en égare quelqu'une et qu'il se casse quelque chose, je m'en prendrai à vous et le rabattrai sur vos gages. Châtiment politique. Allez. Vous, Randall. Et vous, la Berluche. Je vous établis dans la charge de rincer les verres et de donner à boire, mais seulement lorsque l'on aura soif, et non pas selon la coutume de certains impertinents de laquais qui viennent provoquer les gens et les faire aviser de boire lorsqu'on n'y songe pas.
Attendez qu'on en demande, plus d'une fois. Et vous ressouvenez de porter toujours beaucoup d'eau. Oui, le vin pur monte à la tête. Hein. Quitterons-nous le Sicony, monsieur? Oui, quand vous verrez venir les gens. Et gardez bien de bien charger vos amis, hein. Mais vous savez bien, monsieur, qu'un des devants de mon pourpoint est couvert d'une grande tache d'huile de la lampe. Et moi, monsieur, que j'ai mon haut de chose tout troué par derrière, qu'on me voit révérence parler la nuit. Merde! Rangez cela droitement le long de la muraille et présentez toujours le devant au monde. Et vous, tenez toujours votre chapeau ainsi lorsque vous servirez. Allez. Pour vous, ma fille. Vous aurez l'œil sur ce que l'on desservira et prendrez soin qu'il ne s'en fasse aucun dégât. Cela c'est bien aux filles. Mais cependant, préparez-vous à bien recevoir ma maîtresse qui vous doit venir visiter et vous mener avec elle à la foire. Entendez-vous ce que je dis? Oui, mon père. Oh! Vous, mon fils, le damoiseau à qui j'ai la bonté de pardonner l'histoire de tantôt, ne vous allez pas aviser non plus de lui faire mauvais visage. Moi, mon père, mauvais visage? Et par quelle raison? Ah! Nous savons le train des enfants dont les pères se remarient et de quel œil ils ont coutume de regarder ce qu'on appelle belle-mère. Mais si vous souhaitez que je perde le souvenir de votre dernière Frodène, je vous recommande surtout de régaler d'un bon visage cette personne-là et de lui faire enfin tout le meilleur accueil qu'il vous sera possible. À vous dire le vrai, mon père, je ne puis pas vous promettre d'être bien aise qu'elle devienne ma belle-mère. Je mentirais si je vous le disais. Mais pour ce qui est de la bien recevoir et de lui faire bon visage, je vous promets de vous obéir ponctuellement sur ce chapitre. Prenez-y garde au moins. Vous verrez que vous n'aurez pas sujet de vous en plaindre. Vous ferez sagement. Aide-moi à ceci. Oh ça, maître Jacques, approchez. Je vous ai gardé pour le dernier. Est-ce à votre cocher, monsieur, ou bien à votre cuisinier que vous voulez parler? Car je suis l'un et l'autre. C'est à tous les deux. Mais à qui des deux le premier? Au cuisinier. Attendez donc, s'il vous plaît. Quel diantre de cérémonie est cela? Vous n'avez qu'à parler. Je me suis engagé, maître Jacques, à donner ce soir à souper. Grande merveille! Dis-moi un peu! Nous feras-tu bonne chère? Oui, si vous me donnez bien de l'argent. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Il semble qu'il y ait autre chose à dire. Ah, ils n'ont que ce mot à la bouche. Toujours parler d'argent. Voilà leur épée de chevet. De l'argent. Je n'ai jamais vu de réponse plus impertinente que celle-là. Voilà une belle merveille que de faire bonne chère avec bien de l'argent. C'est une chose la plus aisée du monde. Il y a un si pauvre esprit qui n'en fit bien autant. Mais pour agir en habile homme, il faut parler de faire bonne chère avec peu d'argent. Bonne chère avec peu d'argent. Oui. Et par ma femme, monsieur l'intendant, vous nous obligerez de nous faire voir ce secret et de prendre mon office de cuisinier. Aussi bien vous mêlez-vous, c'est d'être le factotum. Taisez-vous! Qu'est-ce qu'il nous faudra? Voilà, monsieur, votre intendant, qui vous fera bonne chère pour peu d'argent. Hey! Je veux que tu me répondes. Combien de gens serez-vous à table? Nous serons 8 ou 10. Mais il faut prendre que 8. Quand il y a à manger pour 8, il y en a bien assez pour 10. Cela s'entend. Eh bien, il faudra 4 grands potages et 5 assiettes. Et potage, et bisque, et potage de perdrix au chou vert, potage de santé, potage de canard au navet. Entrée, fricassé de poulet, tourte de pigeonneau, riz de veau, boudin blanc et morique. Putain, voilà pour traiter toute une ville entière. Oh! Dans un grandissime bassin en pyramide, une grande longe de veau de rivière, et 3 faisans, 3 poulards de grasse, une douzaine de perdreaux, 2 douzaines de cailles, 3 douzaines d'ortolans. Arrête! Tu manges tout mon bien! Entremets! Est-ce que vous avez envie de faire crever tout le monde? Et monsieur a-t-il invité des gens pour les assassiner à force de mangeaille? Allez vous en lire un peu les préceptes de la santé et demandez au médecin s'il n'y a rien de plus préjudiciable à l'homme que de manger avec excès. Il a raison! Apprenez, maître Jacques, vous et vos pareils, que c'est un coupe-gorge qui t'a rempli de trop de viande.
que pour se bien montrer ami de ce que l'on invite, il faut que la frugalité règne dans les repas qu'on donne. Et que, suivant le dire d'un ancien, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Oh, que c'est bien dit. Approche, que je t'embrasse pour ce mot. Voilà la plus belle sentence que j'ai entendue de ma vie. Il faut vivre pour manger et non pas manger pour... Non, c'est pas ça. Comment est-ce que tu dis? Qu'il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Oui, entends-tu? Qui est le grand homme qui a dit cela? Je me souviens pas maintenant de son nom. Souviens-toi de m'écrire ces mots. Je les veux faire graver en lettres d'or sur la cheminée de ma salle. Je n'y manquerai pas. Et pour votre souper, vous n'avez qu'à me laisser faire. Je réglerai tout cela comme il faut. Tant mieux, j'en aurai moins de peine. Il nous faudra de ces choses dont on ne mange guère et qui rassasient d'abord. Quelques bons haricots de mouton bien gras, avec quelques bons pâtés en pot, bien garnis de marron. Là, que cela foisonne. Reposez-vous sur moi. Maintenant, maître Jacques, il faut nettoyer mon carrosse. Attendez, ceci s'adresse à votre cocher. Vous dites qu'il faut nettoyer mon carrosse et tenir mes chevaux tout prêts pour conduire à la foire. Vos chevaux, monsieur? Enfin, ils ne sont point du tout en état de marcher. Je ne vous dirai point qu'ils sont sur la litière, les pauvres bêtes n'en ont point, et ce serait fort mal parlé. Mais vous leur faites observer des jeunes si austères que ce ne sont plus rien que des idées, ou des fantômes, des façons de chevaux. Les voilà bien malades. Ils ne font rien. Et pour ne faire rien, monsieur, est-ce qu'il ne faut rien manger? Il leur vaudrait bien mieux, les animaux, de travailler beaucoup, de manger de même. Cela me fend le cœur de les voir ainsi exténués. Car enfin, j'ai une tendresse pour mes chevaux, qu'il me semble que c'est moi-même quand je les vois pâtir. Je m'ôte pour eux tous les jours les choses de la bouche. Et c'est être monsieur d'un naturel trop dur que de n'avoir nulle pitié de son prochain. Le travail ne sera pas grand d'aller jusqu'à la foire. Non, monsieur, je n'ai pas le courage de les mener. Et je ferai conscience de leur donner des coups de fouet en les tatouissant. Comment voudriez-vous qu'ils traînassent un carrosse qu'ils ne peuvent pas se traîner eux-mêmes? Monsieur, j'obligerai le voisin le Picard à se charger de les conduire. Aussi bien nous fera-t-il ici besoin pour apprêter le souper. Soit, j'aime mieux encore qu'ils meurent sous la main d'un autre que sous la mienne. Maître Jacques fait bien le raisonnable. Monsieur l'intendant fait bien le nécessaire. Monsieur, je ne saurais souffrir les flatteurs. Et je vois que ce qu'il en fait, que ces contrôles perpétuels sur le pain et le vin, le bois, le sel et la chandelle ne sont que pour vous gratter et vous faire sa cour. J'enrage de ça, et je suis fâché tous les jours d'entendre ce qu'on dit de vous. Car enfin, je me sens pour vous de la tendresse, en dépit que j'en ai. Et après mes chevaux, vous êtes la personne que j'aime le plus. Pourrais-je savoir de vous, maître Jacques, ce que l'on dit de moi? Oui, monsieur. Si j'étais assuré que cela ne vous fâchât point. Non, en aucune façon. Pardonnez-moi, mais je sais fort bien que je vous mettrais en colère. Rien du tout. Au contraire, c'est me faire plaisir. Et je suis bien aise d'apprendre comme on parle de moi. Monsieur, puisque vous le voulez, je vous dirai franchement qu'on se moque partout de vous. Qu'on nous jette de tous côtés sans brocart à votre sujet. Et que l'on n'est point plus ravi que de vous tenir au cul et aux chausses et de faire sans cesse des comptes de votre lésine. Là, dites que vous faites imprimer des almanachs particuliers où vous faites doubler les 4 temps et les vigiles afin de profiter des jeux, ne vous obligez votre monde. L'autre, que vous avez toujours quelques querelles toutes prêtes à faire à vos valets dans le temps des étrennes ou de leur sortie d'avec vous pour vous trouver une raison de ne leur donner rien. Et celui-là compte qu'une fois, vous fîtes assimiler le chat d'un de vos voisins pour vous avoir mangé un reste d'un gigot de mouton. Et celui-ci, que l'on vous surprit une nuit en venant dérober vous-même l'avoine de vos chevaux, et que votre cocher, qui était celui d'avant moi, vous donna dans l'obscurité je ne sais combien de coups de bâton dont vous ne voulûtes rien dire. Enfin, vous
voulu ne vous entendre accommoder de toutes pièces. Vous êtes la fable et la risée de tout le monde. Et jamais on ne parle de vous que sous les noms d'avare, de ladre, de vilain et de fesses Mathieu. Vous êtes un sot, un maraud, un coquin et un impudent. Eh bien, ne l'avais-je pas deviné? Vous ne m'avez pas voulu croire. Je vous l'avais bien dit que je vous fâcherais de vous dire la vérité. Apprenez à parler. À ce que j'ai pu voir, maître Jacques, on paye mal votre franchise. Morbleu, monsieur le nouveau venu qui fait l'homme d'importance, ce n'est pas votre affaire. Riez de vos coups de bâton quand on vous en donnera, et ne venez point à rire des miens. Ah, monsieur maître Jacques, ne vous fâchez pas, je vous prie. Il fait le tout. Je veux faire le brave, et s'il est assez sot pour me craindre, le frotter quelque peu. Savez-vous bien, monsieur le rieur, que je ne ris pas, moi. Si vous m'échauffez la tête, je vous ferai rire d'une autre sorte. Eh, doucement. Comment doucement? Il ne me plaît pas, moi. De grâce. Vous êtes un impertinent. Monsieur maître Jacques. Prenez monsieur maître Jacques pour un double. Si je prends un bâton, je vous rosserai d'importance. Comment? Un bâton? Je ne parle pas de ça. Savez-vous bien, monsieur le phare, que je suis homme à vous rosser vous-même? Je n'en doute pas. Que vous êtes pour tout potage qu'un facard de cuisinier. Je le sais bien. Et que vous ne me connaissez pas encore. Pardonnez-moi. Vous me rosserez, dites-vous. Je le disais en raillant. Et moi, je ne prends point de goût à votre raillerie. Apprenez que vous êtes un mauvais railleur. Peste soit la sincérité, c'est un mauvais métier. Désormais, je renonce. Et je ne veux plus dire vrai. Passe encore pour mon maître. Il a quelque droit de me battre. Mais pour ce monsieur l'intendant, je m'en vengerai, si je puis. Savez-vous, maître Jacques, si votre maître est au logis? Oui, vraiment, il y est. Je ne le sais que trop. Dites-lui, je vous prie, que nous sommes ici. Ah, que je suis Frosine dans un étrange état. Et s'il faut dire ce que je sens, que j'appréhende cette vue. Mais pourquoi? Et quelle est votre inquiétude? Hélas, me le demandez-vous? Et ne vous figurez-vous point les alarmes d'une personne toute prête à voir le supplice où l'on veut l'attacher? Oh, je vois que pour mourir agréablement, Harpagon n'est pas le supplice que vous voudriez embrasser. Et je connais à votre mine que le jeune blondin dont vous m'avez parlé vous revient un peu dans l'esprit. Oui, c'est une chose, Frosine, dont je ne veux pas me défendre. Et les visites respectueuses qu'il a rendues chez nous ont fait, je vous l'avoue, quelque effet dans mon âme. Mais avez-vous su quel il est? Non, je ne sais point quel il est, mais je sais qu'il est fait d'un air à se faire aimer. Que si l'on pouvait mettre les choses à mon choix, je le prendrais plutôt qu'un autre. Et qu'il ne contribue pas peu à me faire trouver un tourment effroyable dans l'époux qu'on veut me donner. Ouais, tous ces blondins sont agréables et débitent fort bien leurs faits. Mais la plupart sont gueux, comme des rats. Et il vaut mieux pour vous de prendre un vieux mari qui vous donne beaucoup de bien. Je vous avoue que les sens ne trouvent pas si bien leur compte du côté que je dis et qu'il y a quelques petits dégoûts à essuyer avec un tel mari. Mais ce n'est pas pour durer. Et sa mort vous mettra bientôt en état d'en prendre un plus agréable qui réparera toute chose. Mon Dieu, Frosine! C'est une étrange affaire lorsque pour être heureux il faut souhaiter ou attendre le trépas de quelqu'un. Et la mort ne suit pas tous les projets que nous faisons. Vous moquez-vous?
Vous ne l'épousez qu'aux conditions de vous laisser veuve bientôt, et ce doit être l'un des articles du contrat. Il serait bien impertinent de ne pas mourir dans 3 mois. Le voilà, en propre personne. Oh, Frosine, quelle figure! Ne vous offensez point, ma belle, si je viens à vous avec des lunettes. Je sais que vos appâts frappent assez les yeux, sont assez visibles d'eux-mêmes, et qu'il n'est pas besoin de lunettes pour les apercevoir. Mais enfin, c'est avec des lunettes qu'on observe les astres. Et je maintiens et garantis que vous êtes un astre, mais un astre, le plus bel astre qui soit au pays des astres. Rosine ne répond mot et ne témoigne, ce me semble, aucune joie de me voir. Mais c'est qu'elle est encore toute surprise. Et puis les filles ont toujours honte à témoigner d'abord ce qu'elles ont dans l'âme. Oui, tu as raison. Voilà, belle mignonne, ma fille, qui vient vous saluer. Je m'acquitte bien tard, madame, d'une telle visite. Vous avez fait, madame, ce que je devais faire, et c'était à moi de vous prévenir. Vous voyez qu'elle est grande, mais mauvaise herbe croît toujours. Oh, l'homme de plaisant. Que dit la belle? Qu'elle vous trouve admirable. C'est trop d'honneur que vous me faites, adorable mignonne. Quel animal. Je me suis trop obligé de ces sentiments. Je n'y peux plus tenir. Voici mon fils aussi, qui vous vient faire la révérence. Rosine, quelle rencontre, c'est justement celui dont je t'ai parlé. L'aventure est admirable. Je vois que vous vous étonnez de me voir de si grands enfants. Mais je serai bientôt défait et de l'un et de l'autre. Madame, à vous dire le vrai, c'est ici une aventure où sans doute je ne m'attendais pas. Et mon père ne m'a pas peu surpris lorsqu'il m'a dit tantôt le dessein qu'il avait formé. Je puis dire la même chose. C'est une rencontre imprévue qui m'a surprise autant que vous. Et je n'étais point préparée à une pareille aventure. Il est vrai que mon père, madame, ne peut pas faire un plus beau choix et que ce m'est une sensible joie que l'honneur de vous voir. Mais avec tout cela, je ne vous assurerai point que je me réjouis du dessein où vous pourriez être de devenir ma belle-mère. Le compliment, je vous l'avoue, est trop difficile pour moi. Et c'est un titre, s'il vous plaît, que je ne vous souhaite point. Ce discours paraîtra brutal aux yeux de quelques-uns, mais je suis assuré que vous serez personne à le prendre comme il faudra. Que c'est un mariage, madame, où vous vous imaginez bien que je dois avoir de la répugnance, que vous n'ignorez pas, sachant ce que je suis, comme il choque mes intérêts, et que vous voulez bien enfin que je vous dise, avec la permission de mon père, que si les choses dépendaient de moi, cet hymen ne se ferait point. Voilà un compliment bien impertinent. Quelle belle confession à lui faire. Et moi, pour vous répondre, j'ai à vous dire que les choses sont fort égales. Et que si vous auriez de la répugnance à me voir votre belle-mère, je n'en aurais pas moins sans doute à vous voir mon beau-fils. Ne croyez pas, je vous prie, que ce soit moi qui cherche à vous donner cette inquiétude. Je serais fâchée de vous causer du déplaisir. Et si je ne m'y vois forcée par une puissance absolue, je vous donne ma parole que je ne consentirai point au mariage qui vous chagrine. Mais elle a raison. À son compliment, il faut une réponse de même. Je vous prie de pardonner, ma belle. L'opportunité de mon fils, c'est un jeune sot qui ne sait pas encore la conséquence des paroles qu'il dit. Je vous promets que ce qu'il m'a dit ne m'a point du tout offensé. Au contraire, il m'a fait plaisir de m'expliquer ainsi ses véritables sentiments. J'aime de lui un aveu de la sorte. Et s'il avait parlé d'autre façon, je l'en estimerais bien moins. C'est beaucoup de bonté à vous de vouloir ainsi excuser ses fautes. Le temps le rendra plus sage. Et vous verrez qu'il changera de sentiment. non, mon père, je ne suis point capable d'en changer. Et je prie instamment madame de le croire. Et voyez quelle extravagance. Il continue, encore plus fort. Voulez-vous que je trahisse mon cœur? Avez-vous envie de changer de discours? Eh bien, puisque vous voulez que je parle d'autre façon, souffrez, madame, que je me mette ici à la place de mon père. Et que je vous avoue que je n'ai rien vu dans le monde de si charmant que vous, que je ne conçois rien d'égal au bonheur de vous plaire, et que le titre de votre époux est une gloire, une félicité que je préférerais aux destinées des plus grands princes de la terre. Oui, madame, le bonheur de vous posséder est à mes regards la plus belle de toutes les fortunes. C'est où j'attache toute mon ambition. Il n'y a rien que je ne sois capable de faire pour une conquête si précieuse et les obstacles les plus puissants. Voilà, voilà, doucement, mon fils, s'il vous plaît. C'est un compliment que je fais pour vous à madame. Mon Dieu, j'ai une langue pour m'expliquer moi-même. Et je n'ai pas besoin d'un procureur comme vous. Allons, donnez des sièges. Non, il vaut mieux que de ce pas nous allions d'abord à la foire, afin d'en revenir plus tôt et d'avoir tout le temps ensuite de vous entretenir. Qu'on mette donc des chevaux au carrosse. Je vous prie de m'excuser, ma belle, si je n'ai pas songé à vous donner un peu de collation avant que de partir. J'y ai pourvu, mon père.
Et j'ai fait apporter ici quelques bassins d'oranges de la Chine, de citron douce et de confiture, que j'ai envoyé quérir de votre part. Allez, Il a perdu le sens. Est-ce que vous trouvez, mon père, que ce ne soit pas assez? Madame aura la bonté d'excuser cela, s'il vous plaît. C'est une chose qui n'était pas nécessaire. Avez-vous jamais vu, madame, un diamant plus vif que celui que vous voyez que mon père a au doigt? Il est vrai qu'il brille beaucoup. Il faut que vous le voyiez de près. Il est fort beau, sans doute. Jette quantité de feu. Nenni, madame, il est en de trop belles mains. C'est un présent que mon père vous a fait. moi, N'est-il pas vrai, mon père, que vous voulez que madame le garde pour l'amour de vous? Balle demande, il me fait signe de vous le faire accepter. Je ne veux point. Vous moquez-vous? Il la garde de le reprendre. Ce serait Non, vous dis-je, c'est l'offenser. de grâce. Point du tout. Le voilà qui se scandalise de votre refus. Vous voyez qu'il se désespère. Mon père, ce n'est pas ma faute. Je fais ce que je puis pour l'obliger à la garder, mais elle est obstinée. Vous êtes cause, madame, que mon père me querelle. Vous le ferez tomber malade. De grâce, madame, ne résistez point davantage. Mon Dieu, que de façon garder la bague, puisque monsieur le veut. Pour ne vous point mettre en colère, je la garde maintenant et je prendrai un autre temps pour vous la rendre. Monsieur, il y a là un homme qui veut vous parler. dis-lui que je suis empêché, qu'il revienne une autre fois. Mais il dit qu'il a de l'argent pour vous. Je vous demande pardon. Je reviens tout à l'heure. Monsieur. Oh, je suis mort. Qu'est-ce, mon père? Vous êtes-vous fait mal? Le traître, sans doute, a reçu de l'argent de mes débiteurs pour me faire rompre le cou. Cela ne sera rien. Monsieur, je vous demande pardon, je croyais bien faire d'accourir vite. Que viens-tu faire ici, bourreau? Vous dire que vos 2 chevaux sont déférés. Mais qu'on les mène chez le maréchal. En attendant qu'il soit ferré, je vais faire pour vous, mon père, les honneurs de votre logis et conduire madame dans le jardin, où je ferai porter la collation. Valère, et un peu l'œil à tout cela. Et prends soin, je te prie, de m'en sauver le plus que tu pourras pour le renvoyer aux marchands. C'est assez. Fils impertinent, as-tu envie de me ruiner? Aïe!